Vous parlez de la guerre entre la Russie et l'Ukraine? Oui, oui, bien sûr. Soit elle dégénère en une troisième guerre mondiale hybride, comme je vous l'avais dit, avec toutes sortes de conflits tout aussi terribles que le conflit russo-ukrainien dans des tas d'endroits du globe. Nous avons le plaisir d'accueillir dans ce studio le professeur Cyril Aslanov. Cyril, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être venu spécialement pour l'occasion dans notre studio. Et l'occasion, elle est importante puisque aujourd'hui, nous sommes le 24 février et nous marquons le 4e anniversaire de cette interminable guerre entre la Russie et l'Ukraine. Alors, je voudrais qu'on essaye de faire le point pour nos auditeurs parce qu'il faut bien avouer, Cyril, que ça fait plusieurs mois que l'on ne parle pas ici dans ce studio de la guerre entre l'Ukraine et la Russie parce qu'on n'a pas le sentiment qu'elle a un impact direct sur la réalité israélienne, sur la réalité sécuritaire. Je voudrais que vous nous aidiez à faire un point, d'abord un panorama général. C'est-à-dire aujourd'hui, qui domine dans cette confrontation entre les Russes et les Ukrainiens? Actuellement, il y a une stagnation du front. Les Russes avancent de quelques centimètres carrés et perdent chaque jour plus de 1000 combattants. 1000 soldats russes qui sont tués chaque jour. Chaque jour au bas mot, parfois c'est plus. Mais il n'y a pas un jour qui se passe sans qu'au moins 1000 combattants meurent sur le front, sacrifiés par ce régime autocratique qui a un réservoir humain relativement abondant et qui ne donne aucune valeur à la vie humaine. De l'autre côté, les Ukrainiens sont devenus experts dans l'art de manier les drones. Et ils ont moins de pertes. Ils sont aussi sur un front plus cohérent puisqu'ils arrivent à, en quelque sorte, concentrer leurs forces et réagir sur les maillons faibles de leur système de défense face à l'envahisseur russe. Alors ça c'est le point. Si rien ne se passe, la guerre va être interminable, éternelle. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait un déclic pour que l'on mette fin à ce conflit? Aujourd'hui, les experts de géopolitique parlent de 7 scénarios possibles. Le pire, une dégénération qui transformerait le conflit ukrainien en l'un des foyers de conflit dans une perspective de 3e guerre mondiale hybride. Et le meilleur scénario qui est que Poutine décide que c'en est terminé de la guerre. Il a le pouvoir absolu de décider que la mission est remplie et que maintenant on arrête tout et on s'assied à la table de négociation. Oui, mais s'asseoir à la table des négociations, qu'est-ce qu'il peut obtenir aujourd'hui? Qui est en position de force aujourd'hui? Est-ce que c'est encore Zelensky ou... Ça dépend comment on définit la force. La force brutale de quelqu'un qui sacrifie 1000 Russes par jour, est-ce que c'est une force? La résilience et la capacité de faire front chaque jour, chaque heure, chaque minute contre un envahisseur extrêmement brutal, dans une perspective strictement tactique, je pense que les Ukrainiens arrivent à gérer le terrain. Dans une perspective géostratégique, c'est un peu plus compliqué parce qu'aujourd'hui, Trump a complètement laissé tomber l'Ukraine. Malgré une opinion publique américaine en faveur de Zelensky, même dans les rangs des républicains, des électeurs républicains. Même au sein du Congrès, il y a aux États-Unis, dans l'opinion publique, une volonté d'aider Zelensky. Et Trump, visiblement, est aussi dans une dérive illibérale. Son rêve est d'être un autocrate. Il est en train de manipuler la Constitution et les institutions. Il ne respecte pas l'opinion publique, même au sein de son parti. Alors, concrètement, si on est dans cette situation, qu'est-ce qui pourrait mettre fin à un conflit si même les Américains, si même Donald Trump, qui se prétend être le chantre de la paix internationale, ne s'intéresse plus à ce dossier? Eh bien, il faudrait, au niveau de la politique intérieure américaine, que l'opinion publique fasse peur à Trump et qu'il change d'avis. Il a l'habitude de changer d'avis. Vous savez bien, il est assez versatile et il passe facilement d'un extrême à l'autre. Il faudrait que, au sein même des institutions américaines, au sein même de ce qu'il méprise comme étant le deep state,
des gens de bonne volonté arrivent à réinfléchir la politique extérieure américaine afin que l'Ukraine ne soit plus abandonnée à cet agresseur monstrueux qui s'appelle la Fédération de Russie. Alors je voudrais que l'on mesure avec vous aussi l'impact de cette guerre sur les deux communautés juives, parce qu'elles sont importantes, de Russie et d'Ukraine. Au début de la guerre, lorsque l'on suivait de près presque chaque jour ce qui se passait, on a bien entendu appris qu'il y avait une aliyah massive, on va dire, des deux pays, de l'Ukraine et de la Russie. Ensuite, on a même eu le sentiment qu'il y avait une partie de ces olim qui était montée presque par forcée, et qui étaient repartis dans leurs pays respectifs. Où on en est à ce niveau-là, et quel impact ce conflit a aujourd'hui dans la communauté juive russe et dans la communauté juive ukrainienne? Alors, il ne faut pas forcément parler de communauté. On parle d'une minorité nationale juive en Ukraine et d'une minorité nationale juive en Fédération de Russie. D'une manière générale, il faut replacer la Aliyah dans une perspective plus globale où tous les hommes âgés de 18 à 60 ans en Ukraine n'ont pas le droit de sortir. Oui. Et ils sortent par des passe-droits. On voit beaucoup de voitures ukrainiennes en Europe. Ce sont des gens qui ont réussi à sortir. C'est plutôt des femmes, mais aussi parfois des hommes qui ont fait actionner des passe-droits. Oui. En Russie, c'est beaucoup moins systématique. Sans être déserteur, en fait. Il s'agit d'une désertion formelle. Oui. Disons, dans les formes. En respectant plus ou moins la loi. On peut toujours se faire passer pour pâle, n'est-ce pas? Oui. Et donc, il faut voir la Aliyah des Juifs d'Ukraine comme une partie de cette tendance à vouloir échapper à ce pays qui est véritablement dans une très mauvaise passe. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des bombardements incessants et intensifs qui frappent ce pays, qui détruisent les systèmes de chauffage et d'approvisionnement en énergie qui font que la vie est devenue vraiment impossible. En Russie, c'est beaucoup plus aléatoire. La Russie est beaucoup plus grande et beaucoup plus chaotique. Mais ce qui est sûr, c'est que dès le début de la guerre, beaucoup de jeunes gens ou des gens en âge de porter des armes ou des gens qui risquaient d'être envoyés au front de façon arbitraire sont partis de Russie. Beaucoup de gens qui avaient une opinion négative de cette guerre ont été obligés de partir. Beaucoup sont allés en Géorgie, dans les Émirats arabes unis, en Europe occidentale, en Angleterre, et ceux qui pouvaient faire valoir leur origine juive sont allés souvent en Israël. Donc il faut toujours voir ces aliyot comme une partie de cette tendance pour tous les citoyens de Russie ou d'Ukraine de préférer ne pas se trouver dans ces pays qui sont aux prises, disons, qui se livrent une guerre qui coûte très cher en vie humaine et qui fait que les hommes en âge de porter des armes, parfois même les femmes dans le cas de l'Ukraine, puisque les femmes combattent aussi dans l'armée ukrainienne, risquent leur vie en participant à une guerre qui, tout compte fait, est absurde. Oui. C'est effectivement un peu ce sentiment. Est-ce que finalement ces aliotes, ces juifs ou originaires d'origine juive qui sont montés en Israël ces 4 dernières années sont restés ou ils sont repartis? Alors, pour beaucoup de gens, Israël est une option parmi d'autres. Un juif d'Ukraine peut aussi aller en Allemagne. En Allemagne, il n'est pas moins bien traité qu'en Israël. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes sociaux, puisque l'Allemagne a accueilli une très grande quantité de juifs post-soviétiques. Oui, bien sûr. Donc, aujourd'hui, on est dans une situation qui dure déjà depuis plusieurs décennies, où dans une famille juive russe ou ukrainienne, ou biélorusse, enfin, il y a souvent une situation où les membres de la famille sont répartis dans plusieurs pays. Et le fait de rester en Russie est devenu difficile, sauf pour ceux qui sont proches du système. Il y a des gens de la vieille génération qui ont un avantage à rester dans ce pays parce qu'ils n'ont pas cet esprit critique qui anime les jeunes intellectuels aujourd'hui en Russie, surtout quand ils sont juifs ou d'origine juive, qui fait que un juif est Ben Chorin, finalement. Oui. Et quand il n'est pas Ben Chorin, ça veut dire qu'il a perdu sa Yiddishkeit. Oui. Et donc, les vieux Russes, les vieux Juifs russes, qui n'ont pas tellement connu autre chose que le régime communiste et ce qui en restait dans
monde post-soviétique, ne sont pas capables de développer des instruments critiques de ce qui se passe en Russie. Oui. Leurs enfants, jeunes, petits-enfants, vomissent ce régime et se retrouvent qui en Géorgie, qui en Israël, qui en Allemagne, qui au Canada ou dans d'autres pays qui accueillent ces gens, soit avec le statut de réfugiés, soit avec le statut un peu ambigu. Il y a pas mal de jeunes Russes, juifs ou pas juifs, qui ne sont pas réfugiés, mais qui arrivent à ne pas y aller et qui parfois y reviennent très discrètement. Alors je voudrais avoir aussi votre appréciation sur Vladimir Poutine. Il semble aujourd'hui totalement indétrônable, c'est-à-dire il n'y a aucun moyen de mettre fin au régime de Poutine ? Poutine est non seulement indétrônable, mais il est même immortel. Il paraît qu'il développe des cures pour rester vivant jusqu'à 150 ans. Dans le folklore des contes russes, on appelle ça le squelette éternel, Kashey Besmirtny. Il n'est rien d'autre qu'un Kashey Besmirtny. Seulement, dans le conte russe qui parle du squelette éternel, il y a un moyen de tuer le squelette éternel, c'est de casser une aiguille qui est dans un œuf qui est au sommet d'un arbre cosmique. Oui. Il faudrait trouver le courageux prince qui arrivera, grâce à l'aide d'oiseaux ou de brochets ou d'autres animaux, à casser l'aiguille de cet homme qui prétend non seulement rester au pouvoir jusqu'à des lustres, on parle de 2036 au bas mot, mais qui même pense qu'il pourrait vivre 150 ans. Oui. Ce qui est un cauchemar, parce que c'est la plus grande nuisance actuellement dans l'humanité. Alors, tout cela nous amène, parce que c'est une question incontournable aujourd'hui, on parle beaucoup de l'Iran ici, on se pose la question, et pas plus tard que hier, on interviewait un géopolitologue qui parlait justement d'un accord qui a été conclu qui a été conclu en décembre dernier et rendu public il y a quelques jours entre l'Iran et la Russie sur la vente de systèmes de défense russes à l'Iran, parce que l'Iran faisait cruellement défaut. Il y a une étroite coopération entre l'Iran et la Russie. Comment, dans ce contexte, on explique la politique de Benyamin Netanyahou, qui semble toujours être un petit peu complaisante envers Vladimir Poutine, comme si il s'agissait de vieux amis qui n'osaient pas se chamailler? Bon, des amis, c'est un peu... Oui, exagérons. Exagéré. Dans les relations entre Poutine et Netanyahou, Netanyahou faisait croire au public israélien qu'il avait d'excellentes relations avec Poutine, mais moi j'ai été témoin de la manière dont Poutine humiliait Netanyahou au niveau du protocole. Oui. Netanyahou n'est rien aux yeux de Poutine. Il y a une tradition israélienne qu'on appelle la diplomatie multivectorielle. Oui. Qui n'est pas forcément cohérente, mais qui repose sur un pragmatisme et une réelle politique qui a des origines très très anciennes, puisque Ben Gurion, déjà en 1944, disait « Il faut faire la guerre au livre blanc comme s'il n'y avait pas la guerre avec Hitler, et il faut faire la guerre du côté britannique contre Hitler comme s'il n'y avait pas le livre blanc. » Ce pragmatisme, qui n'est pas à l'abri de certaines contradictions, est logique dans une perspective de ce qu'on pourrait appeler la téléologie, le but à atteindre. Quand il y a un but à atteindre, la création de l'État d'Israël en 1948, sa capacité à survivre dans un environnement hostile en 2026, eh bien, on n'est pas forcément cohérent apparemment, même s'il y a une cohérence cachée qui est un désir d'être ami avec des gens qui eux-mêmes ne sont pas amis. Oui. Alors là concrètement, c'est-à-dire Israël veut lutter contre l'Iran, destituer le régime iranien, mais ne semble pas vouloir froisser Poutine. C'est une vision exacte? Dans un comeback de ce qui se passait dans les années 70, quand le bloc soviétique était fortement hostile à Israël, oui. Quand on voyait des terroristes palestiniens entraînés par les Tchèques ou les Tchécoslovaques ou l'Allemagne démocratique, quand on voyait tout un système hostile à Israël, quand on voyait même une participation active d'avions soviétiques pendant la guerre d'attrition en 1970 et probablement aussi en 67, et où néanmoins Israël n'a jamais renoncé à
maintenir des relations diplomatiques avec la Roumanie de Ceausescu, qui prétendait qu'il était un oiseau libre au sein du camp soviétique. Donc, évidemment, la Roumanie, ce n'est pas aussi important que ce qui se passe maintenant, mais c'est un précédent dans l'histoire de la diplomatie israélienne du fait qu'il n'y a pas forcément de cohérence, apparemment, dans cette diplomatie multivectorielle, la cohérence étant, en fait, très claire dans une perspective postmoderne où les axiomes de non-contradiction sont aisément balayés. C'est un peu le même jeu auquel joue Donald Trump aussi avec Poutine, non, d'une certaine manière. Oui, sauf que chez Donald Trump, c'est un mouvement de balancier. Israël a une longue expérience de la diplomatie multivectorielle. Mais vous avez parlé de la Russie et de ses relations pas trop mauvaises avec Israël. Vous avez parlé du fait qu'il y a... Non, parce qu'elle reste pas trop mauvaise en dépit du fait que, par exemple, il y a plus les forces russes ont quitté la Russie, elles sont beaucoup moins présentes. La Syrie, pardon. Oui. Elles sont beaucoup moins présentes. Et pourtant, finalement, on se maintient. On avait dit que c'était des relations sécuritaires d'intérêt, mais là... Il faut voir aussi un autre facteur que vous avez oublié. Il y a la Chine derrière. Ah oui. Et la Chine, c'est un pays qui est aussi maître de la diplomatie multivectorielle. Et dans ce trio bizarre, on pourrait même dire un quatuor, où il y a Israël, les États-Unis, la Russie et la Chine. Il faut comprendre que le cauchemar des États-Unis, c'est la Chine. Et pourtant, Israël a d'excellentes relations avec la Chine. La Russie est un pays terroriste, hostile, autocratique, et Israël n'a pas rompu ses relations avec lui. Mais vous savez, ce n'est pas le seul. L'autre jour, j'étais à l'aéroport de Genève et j'étais frappé, dans ma naïveté, de voir un avion de Aeroflot, la compagnie nationale russe, sur le tarmac de l'aéroport de Genève. Oui. Je pensais que les Suisses, quand même, avaient plus de dignité. Mais en fait, les Suisses et les Israéliens ont, par rapport à la Russie, ce même genre de neutralité complaisante qui peut s'accompagner d'arrière-pensée. Mais aujourd'hui, c'est la visite de Modi, ou demain. Oui, demain. Et c'est l'exemple même du fait qu'Israël assure ses arrières. C'est-à-dire qu'on est amis avec la Chine, on n'est pas trop critique de la Russie, on est évidemment amis des États-Unis, mais l'Inde, avec sa diplomatie également très multivectorielle, pourrait être un plan B dans ce ballet où les gens croient qu'ils dupent les autres. Alors, on est dans l'ère de la diplomatie multivectorielle. Une dernière question, vraiment en un mot. La fin de la guerre ? Eh bien, soit, vous parlez de la guerre entre la Russie et l'Ukraine ? Oui, bien sûr. Soit elle dégénère en une troisième guerre mondiale hybride, comme je vous l'avais dit, avec toutes sortes de conflits, tout aussi terribles que le conflit russo-ukrainien dans des tas d'endroits du globe, et le Moyen-Orient serait malheureusement l'une des scènes de ce conflit multifocal et hybride qu'on pourrait appeler déjà la Troisième Guerre mondiale, ou bien Poutine décide du jour au lendemain que ça suffit. Il faut savoir que l'establishment économico-financier de la Russie fait des pressions sur Poutine. Parce qu'ils en ont assez de perdre de l'argent. Eh bien, voilà, c'est peut-être l'argent, le nerf de la guerre, mais qui sera peut-être le nerf de la fin de la guerre aussi. Et merci beaucoup, professeur Cyril Aslanov, d'être venu dans notre studio ce matin. Je rappelle que vous êtes professeur des universités à Milan, à Aix-en-Provence et aussi en Israël. En Israël. Italie, oui. Merci beaucoup d'être venu dans notre studio.